Je suis ravi de t'accueillir dans The Big Shift, Hugo. Ça fait très plaisir. Bienvenue. Merci beaucoup, Xavier, pour cette invitation. Et bienvenue à vous aussi, les auditeurs, dans ce nouvel épisode. Il y a quelques jours, j'ai co-organisé avec une association qui s'appelle Mouvementé un événement sur les liens qui existent entre eux, les corrélations qui existent entre la crise humaine, la crise au travail, donc les burn-out qui deviennent de plus en plus fréquents, et la crise écologique avec l'épuisement des ressources planétaires, l'épuisement du climat, le réchauffement. C'était hyper intéressant. Une des solutions qu'on a évoquées, qu'on a distinguées parmi l'ensemble des solutions qui puissent exister là-dessus, c'est le collectif. Et à ce moment-là, Hugo m'a envoyé un message sur LinkedIn pour me dire le collectif, moi c'est un sujet que je connais bien. Est-ce que tu veux qu'on en discute dans The Big Shift? Et du coup, je suis très très content d'enregistrer avec toi cet épisode parce qu'en plus, il résonne avec pas mal de trucs que j'ai étudiés depuis quelques semaines. Donc on va voir dans quelle mesure faire communauté, faire tribu, c'est le nom du livre que tu viens de sortir et dont on pourra parler après dans les prochaines questions. Comment est-ce qu'on peut faire tribu, faire collectif, faire communauté, et pourquoi est-ce que c'est important pour réussir la transition écologique? Eh bien, écoute, pour commencer cet épisode, je propose que tu te présentes rapidement. Ça marche. Tout d'abord, encore un grand merci pour l'invitation d'avoir accepté après ce message que je t'ai envoyé de manière un peu impromptue. Je suis vraiment très heureux de pouvoir discuter avec toi de ce sujet-là aujourd'hui. Donc, pour me présenter, moi je m'appelle Hugo Paul, j'ai 26 ans et j'ai la chance d'avoir comme métier d'être explorateur de communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'immerge dans une diversité de collectifs pour étudier comment mieux faire ensemble, comment mieux vivre ensemble, afin d'aller répondre aux enjeux de demain, mais aussi d'aujourd'hui, tous les enjeux de notre époque, que ce soit les enjeux écologiques, mais aussi tous les enjeux notamment sociaux. Et ces différentes immersions, ces différents moments de vie que je peux partager avec ces collectifs, mon but c'est d'en ressortir des grands principes. Et ces principes, pour mieux faire ensemble, j'ai envie de pouvoir les distiller afin que dans notre quotidien, on puisse se les approprier et qu'ensemble, on arrive à aller répondre aux enjeux en faisant mieux ensemble. L'idée, en gros, c'est que t'as des grandes théories, t'as des grands concepts, mais t'as aussi, du coup, toute cette partie de mise en pratique, une fois qu'on a distingué, en gros, à quelle est la taille de communauté, quels sont les rites qui nous unissent, qu'est-ce qu'on en tire et comment est-ce qu'on fait pour recréer pour de vrai du lien. Exactement. Là, c'est un point que j'aimerais aborder dès le début de notre échange. C'est ce que je vais partager aujourd'hui. C'est absolument pas des règles qu'il faut suivre au pied de la lettre. Ce que je parle dans faire tribu, c'est plutôt un art. Et comme tout art, il n'y a pas de règles, il y a des principes. C'est-à-dire que, il y a des lignes directrices sur lesquelles on peut aller s'inspirer, aller nous aider à faire notre trait de crayon. Et ensuite, il faut aller écouter, petit 1, ce qui est en nous, ce qui résonne, notre intuition. Parce que faire ensemble, c'est en nous, donc il faut aller écouter ça. Et puis aussi et surtout, il faut le mettre en place en fonction de là où on est, de notre culture, de la manière de faire ensemble qui est propre à chaque collectif. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, quelqu'un qui est dans une entreprise, quelqu'un qui est dans un quartier ou quelqu'un qui est dans une asso, vous n'allez pas les mettre en place de la même manière. Donc c'est comment vous pouvez vous approprier ça pour ensuite le mettre en place dans vos propres collectifs. Ok, tu dis ce qui résonne en nous. Là, l'idée, c'est pas d'être peut-être ésotérique, des choses qui parfois peuvent faire peur à certaines personnes. C'est plutôt de se dire, avec quoi est-ce qu'on est le plus à l'aise? Je pense que là-dessus, tu as plutôt des très bons exemples à nous donner parce que tu as beau avoir, tu as dit 26 ans, c'est ça? C'est ça, ouais. Tu as une vie d'engagement en fait quasiment derrière toi et en fait, tu as essayé beaucoup de choses. Il y en a beaucoup qui t'ont pas convenu et c'est pour ça aussi que tu as lancé cette exploration. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce déclic où tu te dis, tiens, en fait, c'est vraiment l'exploration des communautés qu'il faut que je fasse? Ouais. Et en fait, moi, mon parcours, c'est un peu la synthèse de ce qui a été l'événement de Mouvementé dont tu as parlé en introduction. C'est-à-dire que j'ai vécu en fait 2 crises dans ma vie. La première crise, ça a été la crise écologique. J'arrive en 2017 en école d'ingénieur et là, il y a la démission de Nicolas Hulot. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez, ceux qui écoutent ce podcast, mais il y a un vrai mouvement qui se crée dans les rues et notamment dans toutes les écoles où on prend en main le sujet. Et moi, en fait, de voir mes proches prendre en main le sujet, j'ai commencé à lire, écouter, à les décrypter tout ce qui se passait sur ces sujets-là. J'ai vu la montée des eaux, j'ai compris la perte de biodiversité, j'ai compris tous ces différents enjeux. Et tous ces chiffres que j'avais en face de moi, ils ont créé une chose, c'est l'éco-anxiété, une énorme peur. Je me rappelle
de plusieurs soirs où j'avais sur ma table de chevet le livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s'effondrer, et où je n'arrivais pas à dormir. Je me rappelle encore de moi allongé sur mon lit en train de regarder mon plafond. Et face à cette éco-anxiété, bien, vous savez, on peut avoir 3 types de comportements. Soit on se fige, c'est-à-dire qu'on a peur et on ne peut pas agir, on ne sait pas agir. Soit on fuit, et donc là, en fait, on oublie tous ces chiffres, on les met sous le tapis et on se dit « Ok, je vais vivre ma meilleure vie ». Le fameux déni, ouais. Exactement. Et c'est ce qui mène le plus souvent à des gros désalignements, des dissonances cognitives importantes. Ça rend pas heureux, en gros. Exactement. Enfin, je pense que se figer ou fuir, c'est jamais des bonnes actions, même si ça peut arriver et il faut pas se rendre coupable de ça. C'est notre cœur qui peut réagir comme ça. Et enfin, la dernière action qu'on peut avoir face à la peur, c'est l'action. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que mon corps m'a plutôt poussé à l'action. Et donc, pendant toutes mes années d'école d'ingénieur, j'ai essayé, comme je pouvais, d'aller activer tous les leviers que je voyais devant moi. C'était vraiment un peu une frénésie à l'action. Et en fait, c'était une frénésie pour éviter d'avoir peur et de dire « Bon, bah, j'ai peur, il faut que j'agisse ». Du coup, j'ai testé le levier économique. À cette époque, j'étais étudiant, donc j'ai décidé de fonder une start-up de consigne de bouteilles de bière. J'ai essayé de mêler un peu l'utile à l'agréable. Puis j'ai vu que, bon, j'avais peut-être pas forcément les bons outils pour le faire. Ensuite, j'ai testé le levier académique. Je me suis dit « Bon, bah, je vais aller former les étudiants puis les professeurs aux enjeux environnementaux, notamment à travers de la fresque du climat. En 2017-2018, c'était vraiment le lancement. On a aidé à déployer ça dans toutes les écoles. Et puis, j'ai testé le levier politique. Je me suis dit, en fait, c'est pas assez rapide d'aller former chaque personne une à une. Il faut que dans nos lois, on ait l'obligation d'aller former aux enjeux environnementaux dans les écoles d'ingénieurs, de commerce, dans toutes les facs. Et donc, avec d'autres personnes, bien sûr, j'ai essayé d'aller rassembler les différents acteurs pour qu'on mette dans nos lois ce processus-là. Et en fait, lorsqu'à la fin de mes différentes années d'engagement, mais aussi d'école d'ingénieur, j'essaye de faire le bilan de qu'est-ce qui s'est passé durant toutes ces années, qu'est-ce qui marche et ce qui ne marche pas, et in fine, c'est quoi l'impact de toutes ces années d'engagement. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que toutes ces différentes initiatives, qu'elles soient économiques, académiques, politiques, citoyennes, bien souvent, elles reposent sur une chose, le collectif. Et donc, je me suis dit, c'est génial, le collectif, ça peut être un vrai levier d'impact. Je vais donc creuser comment on fait collectif. Et là, j'ai eu ma deuxième crise, la crise du nous, où en fait, je me suis rendu compte que moi, j'avais jamais appris à faire ensemble, qu'on m'avait jamais appris à coopérer. Et que, en fait, depuis tout petit, on me dit, fais mieux tout seul et va plus vite que fais mieux ensemble et tu verras, ça sera plus profond et tu auras plus d'impact. C'est simple, à l'école, souvent, on dit que aider, c'est tricher. Et je pense que ça, ensuite, ça nous colle à la peau tout au long de notre vie. Et aujourd'hui, quand j'ai essayé de décrypter ça et voir à quel point, quelle était la place du nous et quelle était la place de l'individualisme, je me suis rendu compte qu'on était plutôt dans une société du chacun pour soi. Je voyais plein de signaux faibles. On parlait plus d'entrepreneurs, mais de solopreneurs. Les logements, ils s'individualisaient. Aujourd'hui, en Suède, le logement, on va dire le plus général, c'est le logement individuel. C'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui vivent seules que de personnes qui vivent ensemble. Et donc, on voit en Suède, ça ? En Suède. Ok. Et donc, ça a montré à quel point notre société, elle s'individualise. Et au travers de cette individualisation, mais en fait, on se coupe de notre capacité à coopérer. Et donc là, je me suis dit, en fait, face aux enjeux environnementaux qui étaient ma première crise, je vois bien qu'on a besoin de faire ensemble, sauf qu'aujourd'hui, on ne sait plus faire ensemble. Un autre chiffre pour ça, aujourd'hui, il y a 62% des jeunes qui se sentent seuls. Et que cette individualisation, elle a des conséquences directes sur nous. Et cette, solitude nous empêche de coopérer et donc nous empêche de répondre à tous ces enjeux sociaux et environnementaux. Et donc face à ça, je me suis dit, moi tout d'abord, j'ai envie d'aller réapprendre à faire ensemble, réapprendre à faire tribu. Pour aller pouvoir répondre à ces enjeux-là, il faut d'abord que je réapprenne à faire ensemble et ensuite peut-être que j'arriverai à transformer ces choses-là. Et donc c'est ça qui m'a amené à faire cette exploration. Pendant 1 an, j'ai voulu apprendre de celles et ceux qui soit perpétuent un mode de vie qui est ancestral et qui est basé sur le faire ensemble, des monastères, des peuples autochtones, soit des manières de faire ensemble qui jouent sur toutes aujourd'hui les mutations de notre société.
Et donc, je suis allé apprendre avec les scouts, je suis allé apprendre dans une école dans la forêt, je suis allé apprendre cette manière de faire ensemble dans un refuge pour personnes en situation d'exil et de voir comment toutes ces différentes communautés pouvaient nous inspirer à mieux faire ensemble. Et d'ensuite, et ça c'est le point le plus important, comment toutes ces inspirations peuvent de manière concrète nous outiller aujourd'hui dans nos entreprises, dans nos assos, dans nos quartiers, à mieux faire ensemble pour répondre aux enjeux de demain. Écoute, trop bien. Super bon première introduction. Ce qui m'a marqué dans ton histoire et dans ton parcours, c'est que tu as eu un engagement comme peu peuvent en avoir déjà à ton âge. Et puis ensuite, dans cette exploration de comment est-ce qu'on fait pour faire tribu, tu as eu un engagement encore plus fort, c'est-à-dire que tu es parti pendant 1 an et tu as été intégré, mais à part entière, dans des communautés qui sont parfois même des communautés très fermées. Tu as été pendant 1 mois chez des moines cisterciens sur une île déserte, où il y a juste leur abbaye, monastère. C'est ça. Tu as été chez le peuple Sami en Suède, dans lequel tu as été intégré dans une communauté aussi. Alors on en reparlera. Et tout ce bouquin que tu as écrit, il est raconté vraiment presque romancé. Et c'est ça que j'ai adoré lire. C'est que tu romances ton expérience et en même temps, ça reste presque un essai sur ce que tu as vécu. Et donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Moi, ce que j'aimerais bien que tu me racontes, c'est c'était quoi ta meilleure expérience en communauté? Donc là, on peut les lister, mais en gros, tu as été chez les moines de l'Airain. Donc ça, c'était donc le fameux monastère dans lequel tu as été 1 mois intégré à une vie monastique. Tu as été... alors, tu parles d'une expérience Vipassana, et en gros, c'est 11 jours, je crois, où tu as médité 10 heures par jour en silence, sans connaître les gens avec qui tu étais, mais à 1 mètre de toi. Tu as été chez les Samis, donc le peuple autochtone du nord de la Suède, du côté du cercle arctique. Tu as été à The Arch, donc là, c'est... rappelle-moi ce que... Ah oui, c'est le fameux paquebot qui avait été décrié avec des chefs d'entreprise et des étudiants qui étaient là pour les faire bouger. Exactement. On va en reparler aussi. Ouais. Donc ça, c'était 4 jours, 5 jours, je crois. C'était 5 jours. Alors, la rencontre des sphères, celui-là, je me souviens plus ce que c'est. Bâtir des ponts entre les mondes. C'est ça, c'est une communauté qui rassemble à la fois des jeunes de la PJJ et de l'ASE, donc des jeunes qui ont globalement un parcours assez compliqué, qui souvent passent par la case prison ou dans des foyers un peu compliqués. Et on met ces jeunes-là avec d'autres jeunes, des entrepreneurs sociaux, des militants, des personnes en service civique. Et pour rassembler tout ce monde-là, on se dit, mais on va les rassembler autour de la musique. Et on va voir comment la musique nous permet de nous rassembler et de mieux faire ensemble et de au moins mieux se comprendre. C'est le dernier album de Coldplay, non, qui s'appelle Music of the Spheres. Ah bah je ne connaissais pas, mais donc je vais l'écouter. Intéressant. Il est très cool. Le refuge solidaire, donc ça c'est ce dont tu parlais tout à l'heure avec des personnes en situation de réinsertion. Les Scouts et Guides de France, où tu as passé un moment, du coup là c'était un camp. C'était un camp, ouais, de 3 semaines. Et là, Alma Forest School, donc l'école dans la forêt dont tu parlais. Donc c'est 8 immersions. Tu as pris 1 an d'engagement pour aller à la rencontre de toutes ces communautés, pour essayer d'aller tirer en gros la sève de ce qui forge les liens entre ces personnes et en gros qu'est-ce qui fait qu'on arrive à créer du lien dans ces communautés. Moi j'aimerais que tu me parles de peut-être ton expérience la plus puissante. Où est-ce que tu as senti que la communauté était la plus soudée et quelle en était en fait l'origine? C'est toujours difficile de répondre à cette question-là, d'en choisir une parmi ces 8 immersions dont je partage. Peut-être le point que j'aimerais partager, c'est le plus gros apprentissage que j'ai eu parmi toutes ces immersions. Et pour moi, l'apprentissage que j'ai de toutes ces immersions, c'est essentiel de faire ensemble. Faut pas oublier une chose, c'est que nous, êtres humains, on est des êtres de lien. En fait, on a été forgés, on a évolué en tant qu'être coopératif. Notre cerveau, il est fait pour ça. Si on remonte un peu dans l'histoire, il y a 40 000 ans, il y a l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. Sur le papier, on regarde l'Homo sapiens par rapport à l'homme de Néandertal, il est moins musclé, moins rapide et il a moins de techniques de survie. Pourtant, il y a un gros avantage, c'est dans son cerveau, il a une meilleure capacité à coopérer, notamment à travers de l'empathie. Vous connaissez l'histoire, l'homme de Néandertal n'a pas survécu, alors que l'Homo sapiens, oui. C'est notre capacité de coopération, notre capacité de faire ensemble qui nous a permis d'évoluer. Et cette capacité à faire ensemble, elle a créé un point, un besoin, c'est notre besoin d'appartenir à un groupe.
Et aujourd'hui, ce besoin d'appartenance, eh bien, il est encore en nous, il est nécessaire. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, si vous mettez des personnes dans une salle, qu'importe d'où elles viennent, je vous parie qu'au bout d'un moment, ils vont parler ensemble, ils vont faire ensemble. Parce qu'on a ce besoin-là. Et donc, moi, ce que j'ai vu dans toutes ces différentes communautés, c'est cette nécessité-là, ce besoin vital qui montre que l'humain a besoin de faire ensemble. Et donc, c'est ce que j'essaye de raconter dans ce livre-là, c'est déjà se reconnecter à ce besoin de faire ensemble. Et pour ça, j'aimerais apporter une étude scientifique. Il y a une étude d'Harvard qui a allé étudier pendant plus de 70 ans qu'est-ce qui rendait les gens heureux et en bonne santé. C'est l'une des plus grandes études menées sur le bonheur qui a été menée dans le monde. Eh bien, les résultats, ils sont assez épatants parce que c'est pas le succès, c'est pas l'argent qu'on gagne, c'est pas la reconnaissance sociale, c'est les liens que l'on a avec sa communauté. C'est donc nos liens, nos communautés qui sont le premier facteur de bonheur et de santé. Et ça, j'ai pu le voir dans chaque communauté. Donc le premier message que j'aimerais porter dans ce podcast, mais aussi au travers du livre, c'est reconnectons-nous à cette puissance du faire ensemble, essayons de balayer ces 2 derniers siècles où on nous prend un récit individualiste pour nous reconnecter à ce besoin de faire ensemble. Et je pense que là, les personnes qui nous écoutent, si vous pouvez prendre 10 secondes pour vous reconnecter à un moment particulièrement heureux, eh bien, je suis persuadé que pour 90% d'entre vous, ça va être un moment où vous êtes avec des personnes. Parce que c'est ça qui nous reconnecte au bonheur. Bah vas-y, on fait l'exercice. Là, on arrête de parler pendant 10 secondes et puis chacun on essaie de prendre ce moment. Vous pouvez le prendre avec nous du coup. Trop cool. Et bah écoute, j'espère que vous avez trouvé un bon moment. Qu'est-ce que tu peux faire comme lien avec la transition écologique sur ce faire ensemble? Ouais. Et comme je l'ai expliqué en introduction, pour moi, ça a vraiment été le point de départ. Ça a été, je voulais répondre aux enjeux environnementaux, notamment parce que j'avais ce besoin, j'avais cette peur. Et je me suis rendu compte que pour y répondre, on avait besoin de faire communauté. Parce que faire communauté, c'est le levier de transformation qui est pour moi hyper utile, car il lie à la fois les transformations sociétales et les transformations individuelles. C'est le trait d'union entre ces 2 types de transformations, et je pense que tu le sais tout aussi bien que moi, on a besoin de ces 2 transformations-là sur le sujet. Tout d'abord, les transformations sociétales. Rappelons-nous une chose, toutes les grandes transformations n'ont jamais été réalisées seules. C'est toujours un groupe de personnes qui a d'abord eu une idée et qui a ensuite créé un véritable mouvement autour de cette idée-là et au travers de ce noyau. La Grande Muraille de Chine, l'égalité salariale, on y arrive petit à petit. Tous ces gros changements-là, la contraception, la fin de l'avortement, même si dans d'autres pays, malheureusement, ils en reviennent, mais tous ces grands changements-là, c'est d'abord une idée et ensuite des personnes qui se mettent autour et puis après, ça crée un changement. Donc, on a besoin de ces changements, pour faire ces changements sociétaux, on a besoin des communautés. Et ensuite, ce que je me suis rendu compte, en allant potasser des études scientifiques, c'est qu'au-delà de ces transformations sociétales, les communautés, elles servent surtout aux transformations individuelles. Et là, pareil, je pense qu'on peut tous et toutes se dire à un moment, mais qu'est-ce qui a fait que, par exemple, pour ma part, je suis devenu végétarien? Ben en fait, c'est pas parce que j'ai lu 15 études scientifiques qui m'ont montré à quel point ça allait baisser mon impact carbone. C'est pas en allant voir un abattoir que je vais arrêter de devenir végétarien. Bien sûr, ça aide. Enfin, je vais devenir végétarien. Bien sûr, ces éléments-là aident. Mais ce qui a fait que je suis devenu végétarien, c'est parce que mes proches autour de moi sont devenus végétariens. Et là, pareil, j'aimerais parler de 2 études qui sont pour moi assez essentielles pour comprendre qu'est-ce qui nous fait changer. La première étude, c'est une étude menée par Stanford qui ont allé étudier qu'est-ce qui faisait que les personnes en situation d'obésité arrivaient à maigrir. Ils ont pris 2 groupes. Un groupe de personnes en situation d'obésité qui étaient accompagnés par des médecins hyper fit qui donnaient les meilleurs arguments, les meilleurs conseils pour maigrir. Et ensuite, ils ont pris un 2e groupe. Et ce groupe-là, ils les ont fait accompagner par des personnes qui sont encore en situation d'obésité, mais qui sont en train de maigrir et dans laquelle ils peuvent se retrouver. Et ces personnes-là leur donnaient aussi des conseils, des retours d'expérience. Bien, vous en doutez, le groupe qui a maigri et qui a eu meilleur résultat, c'est le 2e groupe. Et le pire dans tout ça, c'est que le premier groupe, au-delà de ne pas maigrir, eh bien en plus, ils avaient une santé mentale qui était plus faible. C'est-à-dire qu'ils avaient un sentiment d'anxiété,
ils avaient un sentiment de culpabilité face à un peu ce perfectionnisme que portait le médecin. Et donc ça, lorsqu'on lit cette étude et que moi, dans la peau de la personne qui essaye de se transformer et d'avoir un mode de vie beaucoup plus écologique, je me dis, en fait, oui, c'est bien d'aller lire des études, etc. Mais surtout, pour changer, j'ai besoin de m'entourer de personnes qui vont être dans cette même dynamique-là et qui vont pouvoir m'aider. Et de manière inverse, notamment, je pense à ma famille, si je veux essayer de les transformer et qu'ils aient un modèle un peu plus écologique, c'est pas en les enseignant de grands chiffres, en leur faisant la morale, mais c'est plutôt en leur donnant des petits conseils et leur disant, voilà, moi je pars aussi de là, moi aussi il y a un moment où je prenais l'avion, etc. Aujourd'hui, je le prends plus et peut-être qu'un jour je le reprendrai parce que voilà, X ou Y raison, mais d'être dans ce processus-là où on peut se retrouver dans l'autre, c'est important. C'est hyper cool ce principe de l'identification. Est-ce que tu penses que, imaginons que toi, tu vois, tu as fait 3 ans d'efforts, donc maintenant tu es arrivé, tu es 100% végétarien, que des déplacements en mobilité douce, tu pars plus en vacances très loin, tous tes postes d'impact importants, tu les as réduits. Est-ce que ça vaut le coup de jouer la personne qui est encore en train de faire ces efforts-là pour pouvoir réussir à convaincre tes proches, plutôt que de leur dire, moi j'ai fait ce chemin-là, essayer de leur dire, ouais, je sais, c'est chaud pour moi aussi, mais voilà, moi j'essaye vraiment de faire attention, alors qu'en fait, c'est plus forcément un effort, mais essayer de faire semblant de cet effort pour qu'ils s'identifient plus et qu'ils aient l'impression de le faire avec toi. Tu ferais quoi, toi ? C'est une super question. Et je pense que là, le sujet qu'on vient toucher, c'est l'empathie. Ouais. C'est de se mettre à la place de l'autre. Et faire communauté, c'est avant tout ça. C'est savoir se mettre à la place de l'autre. Et lorsqu'on veut faire transformer quelqu'un, forcément, on est à des étapes de vie qui sont forcément différentes. Et que je pense que c'est important de se mettre à la place de la personne à qui je parle, à quel stade elle est, et essayer de se reconnecter à vous-même à cette même étape. Ça, c'est un point qui est important. Et je pense qu'en faisant ça, alors on va beaucoup plus facilement savoir se toucher. Il y a un point, moi, qui m'a marqué, et je vais faire une mini parenthèse qui, je pense, peut résonner, c'est sur l'écriture du livre. Sur l'écriture du livre, moi, mon but, c'est d'aller toucher les personnes pour les reconnecter à cette puissance du collectif. Tout le monde ne va pas faire cette exploration d'1 an à aller partir dans plein d'immersions et dans plein de communautés différentes. Par contre, comment, au travers de ces immersions-là, je pouvais les reconnecter à cette puissance du collectif. Et là, mon éditrice, elle m'a dit une chose qui est pour moi merveilleuse. Elle m'a dit, Hugo, je vais être pas grossier, mais assez franc, elle m'a dit, Hugo, il faut que tu te mettes à poil. Il faut que tu sois à nu. Parce que, en fait, les personnes, pour qu'elles se retrouvent en toi, il faut pas qu'il y ait une couche entre toi, le lecteur, et eux. Parce que s'il y a une couche, ils vont dire, ah, mais cette personne, elle est trop parfaite, etc. Jamais je me retrouvais en elle. Alors que s'il n'y a plus de couche, alors là, on parle de cœur à cœur, et là, on peut se retrouver en l'autre. C'est le b.a.-ba de l'influence, en vrai. C'est le b.a.-ba de l'influence. Plus tu fais du contenu qui est authentique, naturel, sans filtre, presque sans montage, plus il y a un lien qui se crée, qui est fort, parce qu'en fait, tu as filmé dans ta chambre, et donc les gens ils se disent, c'est une personne comme nous, parce qu'il habite dans une chambre. Et vraiment, oui, j'ai l'impression que c'est exactement ça qu'on retranscrit aujourd'hui sur l'écriture de livres, sur la réalisation de films, et qu'on essaye vraiment d'avoir une vie normale, entre guillemets, pour coller à notre audience. C'est un point extrêmement important, et je pense qu'on peut le mettre dans nos discussions avec nos familles, avec nos proches qui sont pas forcément aujourd'hui au même stade que nous, et du coup d'être totalement authentique. Et sincèrement, on parlait avant l'enregistrement de cette pureté militante, et en fait dans cette pureté militante, moi franchement je connais personne, et pourtant j'ai beaucoup d'amis extrêmement engagés et de manière extrêmement différente, parce qu'on peut aussi s'engager de manière très différente. J'en connais pas un qui se pose pas de questions. J'en connais pas un ou une qui a pas de doute, des questionnements, parfois des envies contradictoires. Et ça, en fait, de les assumer, ça fait du bien. Et ça permet à l'autre de mieux se retrouver. Et donc, de dire, OK, moi aussi, j'ai mon petit bout de chemin à faire. Ouais, et moi, c'est un truc que j'ai vécu et que j'ai trouvé compliqué au début, où je me forçais. Alors, on parle de pureté militante. Et cette pureté militante, je trouve qu'elle est encore plus forte avec les personnes qui sont ma communauté, qui sont censées être d'accord avec moi. C'est-à-dire que j'ai l'impression de prendre plus de pincettes dans les choses que je raconte vis-à-vis de mon audience ou vis-à-vis de mes invités, parce que j'ai peur d'être jugé, parce que j'ai peur qu'on me dise que je fais pas les choses bien,
mais j'ai pas forcément peur de ça vis-à-vis des personnes qui sont dans l'opposition de mes convictions. Et c'est ça que je trouvais très très dommage, c'est que cette pureté militante, j'ai l'impression qu'elle se cristallise encore plus en tant que... Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis en tant que podcasteur écolo. Elle se cristallise encore plus auprès de mon audience, et je trouve ça très très dommage. Et on faisait le parallèle tout à l'heure avec le principe de Change Now, donc le plus gros événement mondial sur les solutions à la crise écologique, qui a été décrié parce qu'il y a des sponsors qui ont été invités, qui sont des banques climaticides, etc. Et en fait, c'est les personnes qui jugent cet événement sont les personnes qui devraient se dire « Tiens, c'est cool, on parle de transition écologique. » Et en fait, tout ce truc, j'ai l'impression que tout ce bashing, il vient aussi en partie de notre propre camp, et je trouve ça très très dommage dans cette pureté militante. Et j'ai trouvé ça difficile à le vivre en perso, parce que il y a un moment où je me disais bah non, je peux pas faire ça parce qu'on va me juger, on va se dire que mon podcast c'est nul et ça vaut pas un clou, et je suis hypocrite parce que justement je fais ces trucs là à côté. Alors qu'en fait, justement, les assumer et se dire bah je suis sur ce chemin aussi bien que vous êtes sur ce chemin, et ça a plus de sens. C'est plus allégeant aussi en termes de santé mentale, je pense, et ça permet effectivement de s'identifier et d'avancer tous ensemble, plutôt que de se dire je suis censé être sur un piédestal parce que moi je prends la parole sur ce sujet en tant qu'expert. Exactement. Hyper intéressant. Est-ce que ce collectif, ces communautés qu'on crée, elles peuvent avoir des effets délétères? On a parlé rapidement de l'effet d'individualisation de notre société. Je pense qu'on va reprendre un peu ce sujet-là, parce que je pense que c'est un des sujets très importants des dernières années, et puis on parle un peu des réseaux sociaux, et je pense que ça va beaucoup là-dedans. Mais est-ce que, du coup, à l'inverse, créer des communautés, est-ce que tu as vécu ça aussi dans ton exploration? Est-ce que tu peux avoir des communautés, des micro-communautés qui sont presque plus délétères parce que, justement, en fait, ces liens qui unissent les personnes deviennent des liens malsains, peut-être, parce que, en fait, la communauté ne s'ouvre plus, parce que, etc. Est-ce que tu as vécu des choses comme ça? J'ai eu la chance, moi, de pas vivre de moments ou de communautés malsaines, parce que je les avais choisis afin qu'elles m'inspirent. En revanche... T'es pas tombé dans une secte, quoi. Je suis pas tombé dans une secte. En revanche, il y en existe. Et donc ça, c'est un point qui est essentiel. Et c'est d'ailleurs, moi, c'est le premier chapitre du livre, c'est trouver sa tribu. Et dedans, je donne tous les exemples, tous les outils qui nous permettent d'aller trouver ce qui résonne en nous et de trouver ce lien entre le je et le nous. Parce que pour moi, c'est ça. Avant tout, faire communauté, si on le doit résumer en une phrase, c'est trouver ce lien entre le collectif et trouver ensuite le lien entre ce collectif et notre individualité. Et les collectifs qui fonctionnent, c'est les collectifs qui arrivent à bien créer ce lien-là. Parce que si on est dans un collectif qui prône que du nous et où on oublie l'individu, alors on rentre en effet dans le cas de secte et on empêche à la personne d'avoir cette individualité-là, qui est un point qui est extrêmement important. Quand on parle de quête de sens, c'est un mot dans lequel on parle beaucoup, là pour moi de quête de sens, on parle surtout de quête d'identité. On a besoin d'être un je parmi d'autres. Donc ça, c'est le premier point. On a besoin d'avoir ça. Et ensuite, par contre, si on a un collectif qui ne met pas du tout de nous, mais que du je, un peu notre société en ce moment, bien là, difficile pour une communauté qui met que de la place au jeu de répondre à des objectifs communs et de comprendre en fait que tous ces jeux-là, ils ont pour objectif de faire ensemble pour quelque chose de commun et avoir du nous. Et donc, le but d'une communauté, c'est de réussir à naviguer entre les jeux et entre le nous. Pour ça, il y a plein d'outils. Et moi, il y a une chose qui me paraît quand même assez essentielle, c'est de créer des moments de ce que j'appelle d'égrégore. Un égrégore, c'est un mot compliqué pour faire ressentir quelque chose qu'on a déjà toutes et tous déjà vécu. Ce moment où on va tous ensemble dans un concert taper des mains ensemble. Ce moment où, dans une salle de sport, on va tous chanter le même chant. Dans ce moment où, en fait, on va vivre cette entité collective et tous ces jeux vont se réunir et on va avoir l'impression d'avoir une entité collective qui ne se forme qu'un nous. Bien, cet égrégore-là, il est hyper puissant parce qu'il permet de relier tous ces jeux en un nous et de se dire
ok, je fais partie de ce club de foot, je fais partie de les fans de Coldplay. Tous ces moments-là, d'égrégore, c'est un moment qui est essentiel pour créer du nous. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et le deuxième point qui est aussi extrêmement important dans cette individualisation dans le nous, c'est de permettre aux personnes d'avoir leur propre rôle. Ça, c'est un point qui est, je le répète, vraiment important. Ça permet deux choses. Le premier point, c'est que ça permet, quand on a un rôle, de trouver sa place dans le collectif. C'est-à-dire que, par exemple, si, moi je me rappelle, dans ma famille, qui est une tribu à part entière, j'étais la personne qui mettait la table et qui débarrassait. Et bien, avoir ce rôle-là, ça me donnait, dans une certaine mesure, une certaine appartenance au groupe, parce que j'étais reconnu pour ça. Et donc, plus je faisais ce rôle-là, plus j'avais cette place dans le groupe. Et ensuite, le deuxième point qui est important d'avoir un rôle, c'est que ça permet de créer une interdépendance. Et ça, dans un groupe, c'est essentiel. De savoir que je suis dans un groupe, mais ce groupe-là, il existe et il peut arriver à des objectifs communs uniquement s'il y a une autre personne à côté qui va faire à manger et une autre personne qui va ensuite faire la vaisselle. Là, à partir de ce moment-là, je sais qu'il y a une interdépendance et ça crée une solidarité. Et pour ça, j'aimerais vous donner un exemple, moi, qui m'a particulièrement marqué. C'est notamment à l'abbaye de Lérins. Donc, à l'abbaye de Lérins, tu l'as dit en intro, c'est une abbaye qui est située sur l'île des Lérins. Donc, c'est à quelques encablures de Cannes et c'est une île sur laquelle, depuis le IVe siècle, il y a des moines qui y vivent. Et ils perpétuent ce mode de vie monastique depuis, du coup, plus de 16 siècles. Moi, je vais être totalement transparent, je suis pas croyant, mais j'ai toujours été fasciné par ce monde monastique, dire mais comment on arrive à créer ce mode de vie-là et à le faire perpétuer pendant autant d'années. Et ce que j'ai été assez marqué, c'est l'importance des rôles qu'il y a dans le monastère. À un moment, je parlais avec le père abbé, qui est un peu le père de la communauté, et il me raconte, il me dit aujourd'hui, moi, j'ai un petit souci, il y a un vieillissement de la population monastique, la moyenne d'âge, elle est plutôt autour de 70 ans, et pourtant, j'ai besoin que chaque personne ait un rôle. Et notamment, dans cette communauté, il y a frère René. Frère René, il a 93 ans. Il est rentré au monastère à l'âge de 20 ans. Ça fait plus de 70 ans qu'il est dans la communauté. Aujourd'hui, sa santé, elle va mal. Mais pourtant, j'ai dû lui donner un rôle. Ce rôle, ça va être de conseiller les autres moines. Et je ne pouvais pas lui donner un autre rôle parce que sa santé ne le permettait pas. Et aujourd'hui, même si ce rôle, il est symbolique, il est enfin tout essentiel parce que ça lui permet de trouver sa place. Ça lui permet d'être reconnu. Et comme il se sent reconnu, alors il se sent appartenir. Et donc, il s'engage dans la communauté. Et ce cercle-là de avoir un rôle, être reconnu, se sentir appartenir et donc s'engager, il est essentiel pour chaque communauté. Donc moi, le conseil que je donne à des personnes qui veulent entrer dans une communauté, mais aussi à celles et ceux qui animent un collectif, c'est de se dire mais comment chacun et chacune peut trouver sa place pour se sentir reconnu, et donc appartenir, et donc pouvoir s'engager. Dans les expériences que tu as faites, est-ce qu'il y a un moment où tu as réussi à te sentir appartenir, ou est-ce que tu t'es souvent plutôt mis en observateur, ou est-ce que tu as réussi à être intégré complètement ? C'est une très bonne question. Moi, quand je suis rentré dans ces communautés, mon but, c'était d'être à chaque fois une personne à part entière. C'était l'un de mes grands critères. Avant d'entrer, je leur demandais, il faut que je vive comme vous pour comprendre vraiment ce que ça veut dire d'être dans la communauté. Donc ça, c'était mon objectif. Maintenant, je te mentirais si je te disais qu'à chaque fois, j'avais l'impression d'appartenir à la communauté. Et je pense que ça, il y a deux raisons. La première, c'est que je suis allé voir des communautés avec lesquelles je n'étais pas forcément d'accord avec tout, dans lesquelles j'avais du mal à m'identifier, mais j'étais curieux de comprendre comment elles fonctionnaient. Par exemple ? Par exemple, le monastère, je suis pas, moi, comme quand tu pries 7 fois par jour alors que t'es pas croyant, c'est difficile de se dire, je vais devenir moine et oui, bon, après, t'es allé méditer 11 heures par jour, je pense qu'il y a des ponts entre les deux, je pense. Il y a des ponts, mais pareil, sur la deuxième donc immersion qui est donc Vipassana, où en effet, c'est méditer 10 jours, 10 heures par jour. Là, c'est relié au bouddhisme. Pareil, moi, il y a plein de choses qui me parlaient pas, donc je m'identifiais jamais complètement à ça. Et puis en fait, en écrivant le livre, et c'est marrant, c'est arrivé qu'après, j'ai compris que il y avait pas que cette raison-là qui faisait que j'avais du mal à m'identifier complètement dans la communauté.
il y avait une deuxième raison. C'est qu'en fait, depuis 25 ans, j'avais appris à animer un collectif, à animer un groupe, mais j'avais jamais appris à faire collectif, à faire groupe, à accepter ma vulnérabilité, de me dire « Ok, j'appartiens pleinement au groupe et je dépends du groupe. » Je pense qu'il peut y avoir plein de raisons à ça, mais je pense que le récit individualiste d'aujourd'hui nous pousse à ça. Il nous pousse jamais à dire « En fait, tu peux y arriver tout seul », un peu la culture du self-made man ou self-made woman, de « T'inquiète, tu vas y arriver, t'as pas besoin des autres ». Aujourd'hui, pour se faire à manger, en fait, t'as juste à cliquer sur un truc, t'as un Uber Eats qui arrive et puis tu l'as à manger. Avant, on n'avait pas ça. On avait ce truc de « on a besoin des autres ». Et tout ce récit individualiste, tout ce mode de fonctionnement individualiste, moi, m'avait poussé à ne jamais accepter le fait que je pouvais faire partie d'un groupe. Et donc, en revenant de cette exploration, lorsque j'ai vu toute cette puissance-là, et que je commençais à décortiquer, mais qu'est-ce qui faisait que j'y arrivais pas ? En fait, j'ai compris que pour faire ensemble, pour pleinement appartenir à une communauté, il fallait que j'accepte avant tout que je suis vulnérable, que je suis interdépendant et que j'ai besoin des autres. Qu'est-ce que ça a changé alors très concrètement au bout d'un an, quand tu es rentré chez toi ? Qu'est-ce que tu as fait différemment pour essayer de créer justement et de faire partie d'un collectif ? De quel collectif tu as décidé que tu voulais faire partie ? Parce que du coup, il y a ton introduction, c'est comment est-ce qu'on choisit sa tribu. C'est ça. Où est-ce que tu as décidé de poser tes valises et du coup, comment est-ce que tu as mis en place les choses qui t'ont permis de faire partie du tout ? Ouais. En termes de collectif, il y a mes collectifs individuels et professionnels et j'ai eu besoin des deux. C'est-à-dire que je me suis beaucoup plus rapproché de ma famille. J'ai accepté le fait d'avoir une relation et de m'engager dans cette relation-là. Et tous ces instants-là, c'est des instants, des moments qui font collectif dans ma sphère personnelle et dans ma sphère professionnelle. On n'a pas forcément qu'une seule sphère, effectivement. On a plusieurs tribus. Ouais. Exactement, on a besoin de plusieurs tribus. Et moi, dans la sphère professionnelle, notamment pour écrire le livre, je me suis entouré d'auteurs et d'autrices avec qui on a écrit ensemble, avec lesquels on a cheminé. Et sincèrement, aujourd'hui, je pense que ce livre, je ne l'aurais pas fini si je n'étais pas entouré de ces personnes-là. C'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire que auteur, c'est peut-être le job solo par excellence. Exactement. Et ça, c'est assez marrant. C'est que je le partage à la toute fin du livre. C'est que j'avais cette ambition-là. Je me suis dit, vas-y, en fait, être auteur, c'est être dans sa cabane, tout seul, et écrire son livre. Ça a tenu 6 mois. Et au bout de 6 mois, j'ai jamais autant souffert de solitude. Là, il y avait déjà 3 mois de retard, parce que le bouquin devait sortir en 3 mois. C'est ça, le bouquin devait sortir en 3 mois, il a mis 1 an, j'avais déjà 3 mois de retard. Et à ce moment-là, au-delà du retard que j'avais, j'étais surtout pas bien. Parce que là, je vais faire une mini parenthèse, c'est que la solitude, elle tue, vraiment. Il y a aujourd'hui de nombreuses études scientifiques qui le montrent. Il y a notamment, au niveau des États-Unis, une sorte de ministère qui s'est créé pour aller voir comment la solitude avait un impact sur leur société. Parce qu'aujourd'hui, il y a près de 30% des Américains qui dînent seuls tous les soirs. En France, je l'ai dit en intro, 62% des jeunes et 44% de la population globale qui se sent seule. Donc on a une vraie crise de la solitude. Et ça a un impact direct sur notre santé physique et mentale. Physique, parce qu'aujourd'hui, on estime, donc là pareil, c'est ce ministère américain qui l'a prouvé, que avoir un sentiment de solitude, c'est approximativement comme si on fumait 15 cigarettes par jour. C'est énorme. En termes de réduction d'espérance de vie, tu veux dire ? Exactement. Ouais. C'est énorme. Et je pense qu'il y a un point supplémentaire aussi aux États-Unis où culturellement, il y a beaucoup de choses qu'on fait très différemment. Ce matin, tu as sorti une newsletter sur la commensalité. Alors, qu'est-ce que c'est que la commensalité ? C'est tout simplement le fait de partager un repas pour créer du lien. Et je pense que très culturellement, aux États-Unis, on a moins cette habitude, et dans les pays nord-américains d'une façon générale, on a moins cette habitude de déjeuner, dîner ensemble comme on peut l'avoir autour de notre passion française pour la bouffe. Et ça, je pense qu'effectivement, ça peut beaucoup jouer dans cette notion d'individualité, dans cette notion de perte de lien. Et bon, je ne sais pas si c'est un très bon exemple, mais à Noël, il y a le syndicat agroalimentaire Interbev, qui est donc très connu pour ses prises de position très très limites
sur la viande, sur le végétarianisme, qui avait fait toute une campagne de pub pour expliquer qu'être flexitarien, c'est manger de la bonne viande. Donc ils ont réussi à se réapproprier des concepts, etc. Et ils ont sorti un manifeste à Noël, je l'avais partagé sur LinkedIn, ça avait pas mal buzzé, où en gros, globalement, ce qu'ils expliquaient, c'était que si t'étais végétarien, t'allais passer Noël seul et triste. Parce que, en fait, il y a cette idée de commensalité où, en fait, un bon repas partagé, c'est un repas avec de la viande, et que l'individualisme prend du terrain à cause des gens qui mangent des steaks de soja tout seuls devant leur ordi. Grosso modo, je fais du cliché, mais c'est ça que disait l'article. Et je pense que la viande est complètement annexe dans tout ça, mais je trouve que c'était marrant que ce soit eux qui fassent ce parallèle-là sur la commensalité. Mais du coup, effectivement, je pense qu'il y a un jeu très très fort sur le partage alimentaire et le fait de manger la même chose. Et je trouvais ça très très intéressant, cette notion de tribu collective du manger. Et voilà, je sais pas si tu avais des trucs en plus à ajouter là-dessus. Ouais, c'est un super exemple, le fait de manger ensemble. Il y a d'ailleurs dans les études dans lesquelles je partage dans cette newsletter, il y a un des chercheurs américains qui dit les familles qui restent ensemble sont les familles qui mangent ensemble. Et en fait... Tu veux dire que ça réduit le taux de divorce, par exemple ? Lui, il le mentionne pas dans son étude, mais en fait, il fait cette catchline dans le sens où aujourd'hui, le fait de manger ensemble, c'est un rituel qui va permettre ensuite aux familles de perdurer, même après quand les enfants partent, etc. Donc, il mentionne pas le divorce, mais en tout cas, c'est un point qui est essentiel. Et d'ailleurs, ça serait peut-être intéressant de voir si ça crée du divorce ou pas. Et donc, sur ce point, je pense que ce qui est assez essentiel, c'est de comprendre que oui, le repas partagé, ça crée un rituel qui est important et qui nous permet de faire ensemble, mais qu'il y a aussi ce truc de qu'est-ce qu'on a en commun. Et souvent, et notamment, moi je pense, en fait, aujourd'hui, les repas de famille, moi notamment dans mes proches écolos, c'est toujours un moment un peu compliqué où on va aller se baser sur toutes les différences. Qui mange de la viande, qui mange pas de viande, qui mange du caviar, qui mange pas du caviar, qui boit de l'alcool, qui boit pas de l'alcool. Et on va se focaliser sur ça en disant, voilà, c'est tout ça qui nous divise, et du coup, parce qu'il y a ça, on va pas pouvoir faire ensemble. Et en fait, bien souvent, on oublie tout ce qui nous rassemble. Et en fait, on mange... Après, il y a des personnes sans gluten, etc. Mais si on regarde, souvent on boit tous de l'eau, on a tous envie de se rassembler, on a tous envie de faire des cadeaux, qu'ils soient matériels ou immatériels. Mais en fait, il y a beaucoup plus de choses qui vont nous rassembler pendant ces repas-là que des choses qui vont nous diviser. Et moi, j'aimerais insister sur un point, c'est comment on peut se focaliser sur ce qui va nous rassembler plutôt sur ce qui va nous diviser. Et ça, c'est un concept, ça s'appelle l'irénisme, et c'est pour moi un point qui est essentiel. Que ce soit dans nos repas de famille, que ce soit dans nos mouvements écolos, comme pour Change Now, que ce soit pour, de manière globale, la vie de la cité. En fait, comment les personnes, quand je sors dehors dans ma rue, je peux essayer de porter mon attention pas à ce qui me divise, ce qui m'écarte d'elle, mais plutôt ce qui me rassemble. Et ça, je pense que c'est un point essentiel pour à la fois faire tribu, mais aussi et surtout faire tribu entre nos tribus. Ça, c'est un message que j'aimerais vraiment partager, c'est que, on l'a dit là depuis quelques temps dans nos échanges, faire tribu, l'échelle de la communauté, c'est un vrai espace pour créer des transformations. Ouais. Mais ces transformations, on peut les réussir que si on travaille main dans la main entre ces différentes communautés. Simple, on parle des enjeux écologiques, mais il y a aussi les enjeux technologiques, les enjeux géopolitiques. Tous ces enjeux-là, avant tout, c'est des enjeux systémiques. C'est-à-dire que pour y répondre, il faut que tous les acteurs du système se mettent ensemble pour travailler main dans la main. Et donc, c'est un point essentiel de certes faire tribu, faire communauté pour que, à ces échelles-là, il y ait des transformations, des phénomènes d'identification et de projection qui nous permettent de se transformer intérieurement. Mais il est aussi essentiel de créer des liens, de créer des ponts entre ces différentes tribus, entre ces différentes communautés, pour qu'ensemble, on réponde à tous ces enjeux. Parce que jamais, mais vraiment jamais, on y arrivera si on fait ça chacun de notre côté. Ouais, ça me fait vraiment penser à l'Europe des 27 qui n'arrive jamais à se mettre d'accord, alors que globalement, l'Europe des 27 est d'accord par rapport aux autres continents qu'elle affronte de façon géopolitique. Et effectivement, j'ai l'impression que tu vois, ce que tu dis, c'est on a des individualités qui sont des jeux à l'intérieur d'un nous identitaire, qui est en gros les liens de fond qui nous lient.
Et puis ensuite, il faut que, effectivement, ces communautés soient poreuses pour qu'elles puissent devenir presque chacun des jeux qui vont vers des nous plus grands, qui sont des communautés de communautés, et puis jusqu'à monter à des échelles qui sont beaucoup plus importantes. Exactement. Moi, il y a un concept qui me parle beaucoup, c'est le fait que notre société et nos communautés, elles sont fractales. Donc, si vous prenez un groupe de 100 personnes, à l'intérieur, il y aura des sous-groupes, des sous-communautés de 50 personnes, puis à l'intérieur des sous-groupes de 20, 30 personnes, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que fonctionne une communauté. Et je pense que vous pouvez le voir très facilement, que ce soit dans votre entreprise, dans votre asso, dans votre groupe de potes, il y a toujours ces sous-communautés-là. Et en fait, ce phénomène-là, il nous dit une chose, il nous dit comment on peut cultiver les différents espaces, les différentes échelles de cette communauté, parce que tous ces espaces, ils sont importants. Et il y a notamment un point qui est assez marquant quand je suis allé étudier ces communautés, c'est que je me suis rendu compte que bien souvent, la cohésion d'une échelle reposait sur la cohésion de ces échelles inférieures. En fait, vous ne pourrez pas avoir une entreprise ou une association qui est soudée de 100 personnes si dedans, vos départements ou vos pôles ne sont pas soudés. Et vos pôles ne pourront pas être soudés si dedans, vous n'avez pas des binômes qui sont soudés. Et donc, c'est important d'aller cultiver ça. Et si on reprend là, ce qu'on parlait de géopolitique, en fait, c'est la même chose. Vous ne pourrez pas avoir un monde qui est soudé, ensemble, main dans la main pour répondre à ces enjeux environnementaux, si il y a des continents qui ne sont pas soudés, et si dans ces continents, il n'y a pas des pays qui sont soudés, et si dans ces pays, il n'y a pas des territoires qui sont soudés, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller comprendre de notre art de faire communauté. C'est un point essentiel pour répondre aux enjeux de demain. Et ça, il faut le faire à différentes échelles. À la fois nous, dans notre quotidien, mais aussi à l'échelle un peu plus grande, et de se dire que oui, en fait, c'est important de faire partie de la communauté de notre territoire. Moi, je viens de déménager là dans le 12e à Paris. J'essaye de m'impliquer déjà dans mon immeuble, puis après peut-être dans mon quartier, et puis après, pourquoi pas à Paris, puis après en France. Et ça, de le faire de manière différente, mais d'avoir ces différentes échelles, ces différentes couches, c'est hyper important. Hyper intéressant. Merci beaucoup. Je pense qu'on va conclure cet épisode. J'aimerais réussir à en tirer quelques enseignements clés, tu vois, qu'on puisse repartir avec. Alors, je pense que tu viens de dire, c'est hyper intéressant. C'est déjà s'engager à un niveau très, très local pour essayer d'avoir un rôle. Et je pense que ça, c'est le deuxième point. Tu disais au début, c'est donc essayer de trouver un rôle. C'est ça. Dans une communauté à laquelle on s'identifie et qui est de petite taille globalement, pour avoir en fait cet espace du jeu qui s'inscrit dans un groupe, parce que si on est tout de suite dans un nous énorme, peut-être qu'on perd un peu ce sens du jeu à l'intérieur de ce collectif. Il y avait on a dit le rôle, on a dit le jeu. Pour moi, il y a un autre point qui est essentiel, c'est d'aller chercher, quand on est dans sa tribu, dans sa communauté, les autres communautés et créer des ponts entre elles. La porosité, effectivement, c'était le deuxième point. Et ça, pour moi, c'est un point qui est essentiel, et j'aimerais juste aborder un outil qui est l'outil du trait d'union. Aujourd'hui, aller voir une communauté qui est extrêmement différente de nous, c'est hyper compliqué. Parce qu'on ne peut pas s'identifier à elle, il y a trop de différences. Par contre, ce qui est important, c'est de trouver une personne qui appartient à un peu de ces deux mondes-là. Et là, j'aimerais parler d'une étude qui est vraiment fantastique, et qui va vous montrer qu'on peut vraiment créer du lien entre des mondes extrêmement différents. C'est une étude qui a été menée sur le conflit israélo-palestinien. Ouais. En termes de conflit et de populations qui s'opposent, là, on est quand même sur un beau sujet. Et en fait, ils ont mené une étude pour voir quel était le soutien militaire de citoyens israéliens juifs contre la Palestine. Ils ont fait deux populations. Une population où on leur a rien donné, on leur a juste posé des questions sur ce soutien militaire, et une population dans laquelle on leur a donné un article, juste un article, dans lequel on mentionnait le fait qu'il existait des citoyens israéliens arabes. C'est-à-dire qu'ils avaient à la fois une identité israélienne, puisqu'ils étaient citoyens d'Israël, mais à la fois une identité palestinienne, puisqu'ils étaient ethniquement arabes. Eh bien, les études ont montré que ceux qui ont lu l'article, ils étaient beaucoup moins enclins à avoir une offensive sur la Palestine et beaucoup plus enclins à aider humanitairement la Palestine comparé aux autres personnes. Donc ça montre à quel point il est important d'être des trait d'union, parce qu'on est on est tous dans des tribus différentes et dans des mondes différents. Donc soyons ce trait d'union. En plus, je pense qu'il y a un point souvent où on a l'impression justement de faire partie intégrante, partie complète on a souvent l'impression d'être un peu le cul entre deux chaises, d'être un peu entre deux mondes, à se dire mais en fait je corresponds pas à mon groupe de potes, je corresponds pas à ma famille, et on a plutôt l'impression d'être entre deux plutôt que d'appartenir complètement à deux, j'ai l'impression. Ouais. Et je pense que c'est important de dire voilà, c'est des parts de moi,
et de justement profiter de ces parts de soi pour faire des liens. Et comment votre groupe de potes hyper écolo peut en fait mieux comprendre des personnes, je sais pas, des banquiers. Si votre père il est banquier et vous dites ah mais en fait moi mon père il est banquier et puis en fait il essaye de cheminer, etc. En fait le fait d'avoir ce trillion, les personnes vont dire ah mais ok, du coup lui il est fils de banquier à la BNP ou une autre banque climaticide et puis en fait il arrive quand même à cheminer. Et donc en fait d'avoir tous ces liens là, de se dire ok il y a des mondes qui ne s'opposent pas mais qui peuvent se relier, c'est des points hyper importants. Donc au-delà de trouver son rôle et de ensuite essayer d'aller créer des liens entre les communautés, pour moi c'est important d'être ce trait d'union. Hyper intéressant. Du coup, ça me fait penser au dernier débat qu'on avait sur est-ce qu'il faut parler avec l'extrême droite, par exemple. Et là, encore une fois, c'est au sein même d'une communauté de gens convaincus, écolos, qu'il y en a qui vont dire non, surtout pas, on ne parle pas avec eux parce qu'en fait, c'est les rendre légitimes dans le débat. Et ceux qui vont dire bah oui, mais en fait, l'extrême droite, c'est pas uniquement l'élite politique qui la gère, c'est aussi des gens qui sont dans les territoires et qui ont besoin qu'on discute avec eux parce que leurs idées de fond sont pas celles de l'élite. Et à ce moment-là, du coup, qu'est-ce qu'on choisit ? Est-ce qu'il faut cette porosité entre les communautés ou est-ce que, comme dans le paradoxe de la tolérance où on peut pas être tolérant à l'intolérance, où est-ce qu'on s'arrête ? Est-ce qu'il y a des communautés qu'il faut sortir de l'arc républicain, comme on pourrait dire ? Comment est-ce qu'on gère ça ? Toujours difficile de répondre à cette question-là. Je t'ai mis dans la panade. Pour moi, il y a quand même deux sujets. Il y a un sujet de quand on dit je discute pas à l'extrême droite sur les plateaux télé, sur un espace médiatique. Là, je peux entendre ce message-là, puisqu'il y a une notion de c'est leur donner de la légitimité et de faire entendre l'intolérable. Ensuite, il y a pour moi un deuxième point qui là, pour moi, je suis beaucoup moins d'accord, c'est d'aller discuter avec ces personnes qui votent extrême droite. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est une grande part de la population française, on vit avec ces personnes. Et donc, comment on arrive à recréer ces liens-là ? Et pour moi, il y a un point qui est essentiel et qu'il faut vraiment mettre en place lorsqu'on va essayer d'aller à la rencontre d'une personne. Le but, c'est pas d'aller la convaincre. Si on essaye de la convaincre, on a déjà perdu. C'est pas ça pour moi le dialogue. C'est lorsqu'on va discuter avec quelqu'un qui est diamétralement opposé avec nous, c'est juste prendre le temps de l'écouter et de comprendre son avis et ensuite de voir qu'est-ce qui peut nous rassembler dans tout ça. Et ça, c'est un point qui est essentiel parce que j'entends aussi beaucoup de on discute pas avec l'extrême droite ou lorsqu'on la discute, c'est pour la convaincre. En fait, non, parce que comment on peut faire ensemble si se faire ensemble, c'est faire comme moi ? C'est pas ça, faire ensemble. Faire ensemble, c'est il y a un peu de toi, un peu de moi, et puis on voit ce qui se crée dans ce nous-là. Et donc ça, je pense que c'est un autre point qui est essentiel. Et ça marche pour des personnes qui ont des avis diamétralement opposés, mais ça marche aussi avec des personnes qui sont plus proches de nous. C'est être vraiment dans l'écoute et l'empathie. Et là, tout ça, c'est des exercices que je vous appelle vraiment à faire. C'est de dire, j'essaye vraiment de me mettre à la place de l'autre. Et c'est quelque chose qu'on n'a plus l'habitude de faire, notamment dû à nos bulles de réseaux sociaux où on voit que des choses qu'on a l'habitude de faire ou des choses avec lesquelles on est d'accord. Et ça a un impact direct sur nous, puisqu'aujourd'hui, on estime qu'en 30 ans, l'empathie, elle a baissé de 40%. Wow. C'est énorme. Et du coup, en fait, sans empathie, on ne peut pas faire ensemble. Et donc, essayons, avec des petits exercices comme ça, se mettre à la place de l'autre. Essayez, moi, il y a un jeu un peu mental que j'aime beaucoup, c'est essayer de me contredire. En gros, là, par exemple, après tout ce que je viens de partager au sein de cet entretien, quand je vais revenir là à vélo, je vais essayer de me dire, ok, ça, prenons l'idée diamétralement opposée et voyons comment je peux me mettre dans cette idée-là. Et en fait, on se rend compte, et notamment c'est un concept qui va nous permettre de juste comprendre que c'est jamais tout noir, tout blanc, il y a plein de trucs autour. Et de comprendre les différentes polarités, c'est hyper important. Et donc faire cet exercice mental de dire, ok, je pense A, je viens de dire A, mais qu'est-ce que ça fait si je pense B ? C'est quelque chose que je vous invite à faire. On invite les auditeurs, là, pour ceux qui sont encore là avec nous, prenez ce temps-là, essayez de prendre cet épisode que vous venez d'écouter et puis envoyez-nous peut-être un avis opposé, faites l'exercice de penser contre nous et envoyez-nous peut-être un petit commentaire sous la vidéo YouTube si vous la trouvez facilement.
même en commentaire sur Spotify, vous pouvez laisser un commentaire sur l'épisode en nous donnant votre avis diamétralement opposé. Et sur justement la gestion de ces liens sociaux pendant quand on s'implique dans la transition écologique, je vous recommande l'épisode avec Amandine Lafont qu'on a sorti en février sur nos liens sociaux et comment est-ce qu'on fait pour les gérer quand on n'a pas les mêmes sensibilités que notre communauté en fait. Merci beaucoup Hugo, c'était hyper intéressant. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie de nos auditeurs préférés, alors prenez ce petit temps là pour écrire ce commentaire et puis surtout prenez un petit temps pour laisser des petites étoiles sur votre appli podcast, pour nous envoyer des messages à Hugo Paul du coup, Paul, sur LinkedIn, The Big Shift sur Instagram, sur LinkedIn, vous connaissez. Ça nous fait toujours très plaisir, ça nous aide énormément à avancer. Si vous avez des idées d'épisodes, n'hésitez pas à nous les partager aussi. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut Hugo. Merci Xavier. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.